Alors maintenant, voici la troisième vidéo, donc sur la partie 3, l'appareil digestif et nutrition, et donc le chapitre 3.1, aliments, nutriments et biomolécules. Dans cette vidéo, on va donc aborder la partie 3 du cours qui va porter sur les micronutriments. Alors les micronutriments, la première catégorie, vous voyez ici à droite, par ce petit document, ce petit schéma, donc les minéraux. Alors tout d'abord, les minéraux, vous devez savoir qu'ils sont en fait en quantité peu importante dans les aliments. Donc soulignez bien ça, hein, quantité peu importante dans les aliments. Vous voyez, on est de l'ordre du milligramme ou du microgramme pour 100 grammes d'aliments. Il faut savoir que sur une étiquette de tous les aliments, on a toujours la composition pour 100 grammes d'aliments. Donc ils mettent le nombre de grammes de protéines, de glucides. Donc là, on est dans vraiment les nutriments emportés en grande quantité, donc les macronutriments. Là, on est dans les micronutriments, donc en petite quantité. Donc soulignez bien, milligrammes, quelques milligrammes, voire quelques microgrammes. Alors ces minéraux, les classent en deux catégories en fonction de leur teneur dans l'organisme humain. Alors vous voyez ici, on a les macro-éléments. On retrouve donc macro pour dire grand, éléments donc justement les molécules chimiques. Donc macro, c'est en grande quantité. Ça veut dire qu'on les retrouve en grande quantité dans l'organisme. Alors attention à ne pas confondre avec macronutriments. D'accord? Là, ce sont les macro-éléments. Ce n'est plus ce qu'on retrouve dans l'alimentation, mais c'est ce qu'on retrouve dans l'organisme. Donc faites très attention, ne pas confondre ces deux notions-là. Donc les macroéléments, donc en grande quantité dans notre organisme, notamment, on le voit ici hein, en bleu foncé, un peu bleu-vert, c'est le calcium. Donc Ca, qu'on écrit aussi Ca2+, vous l'avez vu notamment dans la contraction musculaire. Donc justement, il est en grande quantité, puisque le calcium intervient notamment dans les os. D'accord? C'est l'ion principal qui permet de former le squelette. Il intervient également dans la contraction musculaire et intervient dans d'autres. On a vu aussi dans l'exocytose des neurotransmetteurs au niveau de la synapse. Mais l'essentiel se trouve évidemment au niveau du squelette, et donc le squelette est une réserve, notre réserve en calcium. Donc dès qu'on en a besoin, on a besoin de calcium, on va un peu dégrader notre squelette, et quand on n'en a plus besoin, qu'on en a trop, on va reconstituer notre squelette. Alors les microéléments, par opposition au premier, c'est ceux qui sont présents en très faible quantité. Donc là, on a le fer. Donc là, j'ai souligné le fer parce que c'est celui qu'on retient plus facilement. Son abréviation, hein, l'atome de fer, c'est Fe. Et la plupart du temps, il est sous la forme de cation divalent, donc Fe2+. D'ailleurs, comme le calcium qu'on écrit Ca, et en exposant on met 2+. On a également l'iode, le manganèse, le cuivre, le zinc. Donc ceux-là sont présents en très petite quantité dans notre organisme. Voilà pour les micronutriments. On a maintenant les vitamines, donc vous connaissez tous hein, ce terme de vitamines. On va détailler un petit peu plus ce que sont les vitamines. Alors là, vous voyez un petit document aussi avec l'essentiel des vitamines qu'on retrouve, C, A, D, B. Donc vous voyez que dans les B, il y a B1, B2, B3, B12. Hein, il y a des sous-catégories. On verra qu'on va pouvoir les classer. Alors vous devez connaître la définition d'une vitamine, de toutes les vitamines. Donc ce sont des substances organiques. Donc vous le verrez en chimie, mais on en reparlera un petit peu en biologie. Une substance organique, elle est faite d'au moins deux atomes de carbone avec des atomes d'hydrogène reliés. Donc ce sont des substances organiques nécessaires en petite quantité à l'organisme, donc ça, on les apporte en petite quantité, et elles doivent être apportées par l'alimentation, puisqu'en fait, on les synthétise, mais en quantité insuffisante. Donc en gros, ce sont des substances donc, assez complexes, d'accord, que l'on synthétise en partie, mais il faut compléter cet apport par l'alimentation. C'est obligatoire, d'accord? On n'en synthétise pas assez. Alors, elles sont évidemment indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, donc évidemment, selon la vitamine, elles vont intervenir dans différentes fonctions du corps. Et donc, je vous l'ai dit, hein, comme elles ne sont pas synthétisées en quantité suffisante, il faut que vous apportiez donc le reste par l'alimentation. Alors les vitamines, je vous l'ai dit, hein, on a toutes ces vitamines en haut, mais on peut les classer en deux groupes selon leur solubilité dans l'eau. Alors si elles ne sont pas solubles dans l'eau,
elles sont solubles dans l'huile. Donc là, on va en profiter pour aborder des termes ici enfin, on va pouvoir justement couper. Tout d'abord, vous avez ici une goutte d'huile qui apparaît. Donc en fait, des molécules qui sont solubles dans les graisses, hein, dans les matières grasses. Donc pour les graisses, les lipides, on dit lipo. Et donc ici, on a les vitamines liposolubles, c'est-à-dire solubles dans les lipides, autrement dit dans les graisses. Donc on a la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Alors je vais prendre l'exemple de la vitamine D. Normalement, régulièrement, votre médecin généraliste vous prescrit une ampoule de vitamine D. Donc si vous faites attention à cette vitamine D, lorsque vous la cassez, on vous demande de la solubiliser dans un petit peu d'eau. Donc si vous mettez juste cette ampoule sur un petit peu d'eau, vous voyez que cette vitamine D reste en surface. Pourquoi? Puisqu'en fait, cette vitamine D qui est dans l'ampoule a été mélangée avec de l'huile, d'accord? Donc avec une matière grasse. Et vous le savez, quand on met de la matière grasse, donc de l'huile avec de l'eau, si on ne mélange pas, en fait, l'huile reste en surface. Donc lorsque vous mettez l'ampoule de vitamine D avec une matière grasse, vous devez mélanger donc le contenu de cette ampoule avec l'eau pour ensuite faire ce qu'on appelle une émulsion. Donc après, vous avez quelque chose de blanc, en fait, hein, qui va se former. Ce sont des toutes petites gouttes d'huile qui vont être dans votre eau. D'accord? Et là, à ce moment-là, on peut l'absorber parce que si on laisse encore reposer, bah, la matière grasse va revenir en surface et ne sera plus mélangée avec l'eau. Voilà, tout ça, c'est l'exemple de l'ampoule de vitamine D que vous prenez régulièrement pour justement votre croissance. Et on a donc ici une goutte d'eau, donc par opposition, pour dire eau, c'est le préfixe hydro, donc il y a des vitamines hydrosolubles, donc solubles dans l'eau. Donc en fait, ce sont toutes les autres. Donc la vitamine C qu'on retrouve donc dans les fruits et légumes, B1, B2, B12. Donc évidemment, les vitamines qui font partie de la première catégorie, c'est-à-dire les vitamines liposolubles, ne font pas partie du deuxième, du deuxième groupe. D'accord? Elles sont soit solubles dans les lipides, soit solubles dans l'eau. Donc retenez bien la vitamine C qu'on retrouve par exemple dans les tomates ou dans les fruits, hein, dans les oranges, les kiwis. Donc évidemment, il n'y a pas de matière grasse hein, dans ces produits, ils sont essentiellement faits d'eau. Donc évidemment, les fruits et les légumes contiennent évidemment une vitamine hydrosoluble. Donc retenez bien la vitamine C. Donc retenez bien ces deux catégories solubles dans les graisses, les lipides, et d'autres solubles dans l'eau. Alors justement, on en parle, hein, l'eau est un élément quand même important dans le corps. Donc on aura une activité déjà dans l'activité dans la T11 hein, pour voir la répartition de l'eau. On va faire ici le bilan. Donc tout d'abord, vous avez tous entendu hein, dans votre scolarité que l'eau est essentielle à la vie. Hein. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc vous voyez ici un schéma pour montrer à peu près la proportion hein, de l'eau dans un organisme. Vous devez connaître que l'eau constitue environ 60% de la masse corporelle d'un individu. Alors c'est bien de le garder en pourcentage, puisqu'après on peut l'adapter en fonction du poids. D'accord? Donc 60% c'est constant, d'accord, chez les individus, gardez ça en tête. Mais évidemment, en fonction de la masse de chaque individu, le nombre de kilos en eau hein, de chaque individu va varier. Alors j'ai un document 3 qui est très important, qui présente les secteurs hydriques de l'organisme, donc qui précise également les apports et les pertes. Donc ce schéma ici, en fait, c'est la séparation, la compartimentation de l'eau dans votre corps, si vous voulez. Donc faites très attention à ça. Donc vous avez un trait bleu foncé qui fait tout le tour. Ça, c'est toute votre eau. D'accord? C'est l'eau de votre corps. Alors, on voit bien ici, hein, vous pouvez rajouter d'ailleurs sur votre cours, pour bien comprendre les différents secteurs, j'ai remis des cadres. Là, j'ai fait un cadre vert qui entoure en fait ce qui est représenté sur le document en bleu. D'accord? C'est toute la partie gauche du schéma. Alors, vous voyez que ce que j'ai mis en vert, c'est ce qu'on appelle le compartiment extracellulaire. Donc, extra, ça veut dire à l'extérieur de, cellulaire, donc la cellule. Donc, en fait, c'est toute l'eau qui est à l'extérieur de vos cellules. Il représente 20% de votre poids. D'accord? Sur les 60%, 20% représente l'eau qui est en dehors de vos cellules. Alors, vous voyez que ce compartiment extracellulaire est coupé en deux. Donc là, j'ai fait une ligne horizontale en pointillé. Il y a dans ces 20%, 15% qui représentent le secteur interstitiel, on le verra sur un schéma tout à l'heure, hein, où on l'appelle liquide interstitiel. Et les 5% restants, c'est en fait l'eau que vous avez dans vos vaisseaux sanguins.
c'est-à-dire le plasma, d'accord? L'eau qui constitue le plasma. Donc gardez bien en tête, l'eau à l'extérieur de vos cellules, soit il se trouve, c'est l'eau qui est entre vos cellules, hein, quand on représente une cellule ronde, vous voyez qu'on ne peut pas les coller les unes aux autres, pas toutes, il y a des petits espaces, justement cet espace est rempli par du liquide interstitiel. Donc si on fait la somme de tous ces petits espaces ici entre les cellules remplies d'eau, ça représente 15% de votre poids, et donc 5% de votre plasma. D'accord? Donc ce secteur interstitiel plus le secteur vasculaire fait partie du compartiment extracellulaire. Donc il est divisé en deux. Par contre, c'est beaucoup plus simple. À droite, vous voyez que c'est 40%, donc les 2/3 de votre poids en eau, hein, est représenté par le compartiment intracellulaire. C'est-à-dire que si on ajoute toute l'eau de toutes vos cellules qu'il y a dans votre corps, ça représente 40% de votre poids corporel, donc quasiment la moitié. D'accord? Et donc par rapport aux 60% de tout votre corps en eau, ça représente les 2/3, donc les 2/3 de l'eau totale. Donc ça, c'est ce qu'il y a, on va dire, sur les 60%, 20% en extracellulaire, 40% en intracellulaire. Alors sur ce document, pour l'instant je les avais enlevés, on voit sur la gauche des flèches en bleu sur lesquelles sont notés métabolisme et alimentation. Donc vous voyez en fait, hein, les flèches n'ont pas la même taille, ça dépend justement de la quantité d'eau. Donc vous voyez que ces flèches arrivent au niveau de notre eau, d'accord? Donc là, vous pouvez noter au-dessus des deux flèches en bleu, ce sont les apports en eau. C'est-à-dire que le métabolisme, ce sont les réactions chimiques que vos cellules vont effectuer. Et donc il y a certaines réactions chimiques, on le verra d'ailleurs, hein, dans ce chapitre-là, il y a certaines réactions chimiques que vos cellules font qui vont libérer de l'eau. Et donc l'eau libérée par vos cellules va se retrouver donc dans ces deux compartiments. Et l'alimentation, évidemment, hein, on le verra à la fin du chapitre, en moyenne, on apporte 2,5 litres d'eau par jour. Donc que ce soit dans les aliments, dans les boissons, évidemment. Et évidemment, de l'autre côté, on a des flèches qui vont sortir, hein, qui vont partir de nos compartiments hydriques. Et là, ce sont donc des dépenses, vous pouvez le rajouter ici, hein, dépenses en eau. Donc les poumons, c'est la respiration, on voit très bien en hiver d'ailleurs. Quand on expire, on voit en fait de la buée qui se forme, hein, sortant de la bouche. Donc ça, c'est des molécules d'eau, hein, c'est de la vapeur d'eau. Donc même quand en été, évidemment, tout le temps, on expire de l'eau. La peau, bah, c'est la sudation, hein, lorsqu'il fait trop chaud, mais évidemment ça se passe quasiment tout le temps, on le voit quand il fait très chaud, évidemment quand on fait du sport, mais on perd en permanence de l'eau, donc par la peau. L'essentiel, hein, c'est l'urine, à peu près 1,5 litre par jour. Donc on perd toute l'eau, hein, une bonne partie de l'eau qu'on absorbe, on le refait passer donc dans les urines. Et ici, c'est la thermorégulation, donc là on peut le mettre de côté, hein, vous n'êtes pas obligé de le noter. Donc surtout gardez en tête la respiration, la transpiration, la sudation et les urines. Alors, on va remettre ce schéma sous forme de texte, donc c'est ce qui est écrit en dessous, hein, donc surlignez bien, l'eau est répartie en deux compartiments hydriques, donc hydrique, hein, ça vient de hydro, donc formé d'eau, selon la répartition suivante, donc l'eau intracellulaire 40%, donc c'est l'eau dans toutes vos cellules, donc surlignez bien, et on a l'eau extracellulaire, donc sur les 60%, donc ça représente 20%, un tiers seulement, et c'est l'eau qui est en dehors de vos cellules. Dans l'eau extracellulaire, j'ai fait des sous-parties, puisqu'on a le secteur plasmatique, donc c'est le secteur vasculaire, on a 5% de plasma, donc 5% de votre eau se trouve dans votre sang, et 15% se trouve dans le secteur interstitiel, c'est-à-dire le liquide entre les cellules. Donc retenez bien, hein, l'eau intracellulaire dans vos cellules, extracellulaire en dehors, et dans l'extra, on a le plasma et le secteur interstitiel, 5 et 15. Donc les pourcentages ici sont importants. Donc j'ai surligné les 40 et les 20%, mais surligné aussi les 5% et les 15%, d'accord? Pour indiquer la répartition de ces fameux 20% d'eau extracellulaire. Et on a la lymphe canalisée. On va voir tout ça ici. Donc là, vous avez rapidement un capillaire sanguin, vous voyez, c'est écrit en dessous, hein. On a les cellules, hein, autour en beige qui forment la paroi du vaisseau sanguin. On a ici des cellules qui ne se collent pas, hein, vous savez, on a vu que c'était un tissu conjonctif. Et là, on a un vaisseau lymphatique dans lequel circule la lymphe. Alors, vous voyez qu'ici, ce qui est là, en bleu, dans le vaisseau lymphatique, c'est la lymphe, donc la lymphe canalisée. Alors, je vais mettre un stylo rapide ici. Donc la lymphe canalisée, elle est ici. Le liquide interstitiel, c'est ce qui est en bleu entre vos cellules. Donc en dehors des vaisseaux,
sanguin et lymphatique, mais entre vos cellules. Et le plasma, on aurait dû, ça aurait été pas mal de le mettre aussi de la même couleur en bleu, c'est ce qui est en rose ici sur ce schéma. D'accord? Donc ces trois-là, on voit bien que c'est à l'extérieur des cellules, puisque finalement l'eau intracellulaire qui représente ici les 40%, c'est ce qui est en beige. Donc ce sont l'intérieur en beige du vaisseau lymphatique, ce qui est en beige qui sont les cellules qui forment la paroi du capillaire, mais également, attention, ici je vais mettre des petites croix pour que ce soit plus facile, l'intérieur du globule rouge, qui est là, l'intérieur du deuxième globule rouge, et le globule blanc, c'est également de l'eau intracellulaire, puisque les globules blancs et les globules rouges sont des cellules. Donc, je répète, l'eau intracellulaire, c'est toute l'eau qui est en beige sur ce schéma, donc les cellules qui forment la paroi des vaisseaux, l'intérieur de vos cellules conjonctives, des cellules épithéliales, des cellules musculaires, toutes vos cellules, et y compris évidemment l'intérieur de vos cellules sanguines, d'accord? Toutes vos cellules finalement. Donc on retrouve ici en rose le plasma, la lymphe canalisée ici en bleu dans le vaisseau lymphatique, on le voit bien puisqu'il est fermé d'un côté, et on a le liquide interstitiel. Donc vous pouvez éventuellement refaire un petit schéma rapide comme ça, avec les annotations telles qu'il est ici. D'accord? Donc là vous pouvez mettre en pause, parce que je vais pas, on va passer à la partie suivante, mais n'hésitez pas à faire pause pour reprendre ce schéma. Alors, vous voyez sur ce document, j'ai repris justement l'organisme à peu près à 60-70% d'eau. On voit bien que les poumons sont faits à 90%, le cœur à 73% d'eau, le sang 80%, le cerveau 85%, les muscles 79% et les reins 79%. Donc là, on a quand même des organes qui sont importants, qui ont une composition importante en eau, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc là, ce sont des organes qui sont plutôt mous, mais on voit aussi par exemple le tissu osseux, qui est un tissu qui contient de l'eau, mais il n'en contient que 30%. D'accord? Donc la teneur en eau d'un organisme varie selon les organes et les tissus, on voit bien ici, 80% en eau, 75% de tissu musculaire et 20 à 30% pour le tissu osseux. Donc gardez bien en tête cette phrase-là et peut-être retenir ces deux valeurs-là, 80% dans le sang et 20 à 30% dans l'os, au niveau des tissus osseux. C'est suffisant. On va voir maintenant les rôles de l'eau dans l'organisme. Donc là, il y a une représentation d'un verre d'eau, donc dans lequel, par exemple, on a des minéraux, du sodium, du calcium. Vous voyez qu'on ne voit absolument rien. Donc en fait, l'eau sert de solvant. Donc c'est le milieu dans lequel les molécules hydrophiles, qui aiment l'eau, vont se dissoudre. Je répète, les minéraux, mais également les glucides. Quand on met un morceau de sucre dans une tasse d'eau, évidemment, le sucre va se dissoudre. Donc le rôle de solvant lui permet de servir de milieu de transport des molécules et des cellules dans le corps humain. D'accord? Donc le solvant, l'eau, forme le plasma et le plasma va transporter du glucose, des minéraux dans votre sang et partout donc au niveau de vos cellules. L'eau est également un réactif chimique dans les réactions d'hydrolyse, c'est-à-dire donc hydro c'est l'eau et lyse destruction. Donc l'eau va couper les molécules. Donc on verra dans le chapitre digestion, mais on verra également, on l'a vu dans la partie sur les biomolécules. Donc là rapidement, je vous ai mis un schéma. Alors c'est des formules chimiques, mais là c'est du saccharose. On l'a déjà vu, le saccharose est formé de deux sucres reliés par une liaison oxydique. Et quand on rajoute une enzyme plus de l'eau, on voit bien que l'eau en fait coupe. Alors l'enzyme plus l'eau coupe cette liaison oxydique et sépare bien le glucose et le fructose. D'accord? Là, ce sont bien deux molécules séparées. Et donc la séparation s'est faite grâce à l'ajout d'une molécule d'eau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une réaction d'hydrolyse. Dès que vous voyez de l'eau qui est ajoutée pour séparer des grosses molécules en plus petites, c'est une réaction d'hydrolyse. Ensuite ici, on a donc un petit schéma pour indiquer que là, on transpire, on émet de la chaleur au niveau de la tête. Donc en fait, l'eau permet de réguler aussi votre température corporelle. Donc quand il fait trop chaud, on transpire, d'accord? Ça permet d'éliminer l'excès de chaleur donc, dans votre corps et de maintenir la température constante, puisqu'on est des organismes homéothermes. Et ici, vous avez ici, alors on ne l'a pas encore vu, mais ça c'est un rein, en fait, ici, avec l'urtère, on a vu un petit peu en début d'année, mais ça c'est un petit peu lointain. Et donc le rein, lui, a pour but de former l'urine. Donc l'eau a un rôle très important dans l'élimination des déchets dans l'urine, puisque c'est l'eau qui va provoquer en fait la sortie de certaines molécules du sang vers les urines.
Les sources alimentaires, on va terminer par ça, je vous l'ai dit, hein, les besoins quotidiens en eau sont d'environ 2,5 litres chez l'adulte. Donc là, c'est évidemment la teneur en eau est très variable selon les aliments, puisque dans les fruits et légumes, on a de l'eau, mais c'est vrai que dans la viande, on en a très peu, poisson, voilà. Donc c'est très variable, retenez juste que c'est variable selon les aliments. Mais il y a de l'eau dans tous les aliments. Et les plus riches en eau, hein, sont les différentes boissons ainsi que les fruits et légumes, je viens de vous le dire. Donc évidemment, il faut apporter à peu près 2,5 litres par jour, et donc à peu près 1 litre par les aliments, et 1,5 litre de boissons. Les boissons non sucrées, donc aussi café, tisane, thé. Voilà, donc on a terminé donc cette dernière vidéo, la vidéo 3, hein, sur le chapitre 3.1. On vient de parler ici de l'eau et des micronutriments. Donc n'hésitez pas à revoir, hein, cette vidéo pour compléter, surtout le schéma, hein, sur les différents compartiments hydriques, hein, que vous pouvez évidemment rajouter à votre cours. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou me les poser quand on se reverra en classe.